Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale, une édition relativement grave puisque nous allons aborder un sujet non moins grave également. Le départ, en tout cas c'est ce qui nous est présenté depuis le Niger, du président de l'Assemblée nationale, un départ en plus qui est teinté par une affaire sordide, celle du trafic d'enfants. Alors nous allons aller à la source, rencontrer le principal accusé afin qu'il nous explique concrètement ce qu'il en est de cette histoire. Et donc tout de suite, première question, je me tourne vers lui. Lui qui, quand il est venu au pouvoir, quand il a pris donc cette institution qu'est l'Assemblée nationale, défendait d'avoir une image relativement intègre. Concrètement, comment il vit en ce moment même cette affaire? Disons que, avec amertume, dans la mesure où je ne vois pas comment ni pour quel motif je vais m'impliquer dans une affaire de trafic de bébés. Si cette affaire n'est pas simplement un montage, parce que jusqu'à présent, personne, en tout cas pas les accusateurs, ne nous ont donné la preuve de l'existence réelle de cette affaire. Mais l'accusation est facile. Nous attendons toujours que ceux qui ont monté l'affaire nous présentent les preuves de leurs assertions. Et cela semble assez difficile, pour ne pas dire impossible. Donc je ne me sens pas impliqué dans une affaire de trafic de bébés, mais je me sens plutôt impliqué dans une affaire d'acharnement à liquider un adversaire politique de la part de M. Issou Mamadou, qui n'a pas trouvé une autre solution que celle-là pour se débarrasser d'un de ses adversaires. Pour les autres, il a d'autres méthodes. Mais je considère que ces actions qu'il pose à l'égard de ses adversaires tendent à nous éloigner de la démocratie et de ses principes essentiellement politiques, dont l'objectif est d'empêcher aux adversaires politiques déclarés, donc M. Hamamadou, M. Seynou Marou, M. Mama Ousmane, d'être dans des conditions de se confronter à lui en 2016. Donc pour M. Hamamadou, c'est une affaire de trafic de bébés. Pour Mama Ousmane, c'est une dissidence qu'on crée pour lui arracher le parti. Pour Seynou Marou, c'est la dispersion du MNSD Nassara. Ce qui vous montre que l'acte n'est pas anodin et que les intentions malsaines qui sont en dessous de cette affaire ne servent pas beaucoup l'image de M. Issou en tant que démocrate. Les rumeurs. Oui, les rumeurs, en effet. Mais ceci dit, une des rumeurs déclare que vous êtes parti le 26 août, donc je crois le soir, si j'en crois toujours ces rumeurs, que vous auriez pris la route avec, bon, certains disent des billets, vous êtes passé par la frontière et grâce aux valises des billets d'argent, vous aurez éventuellement fermé les yeux de certains gardes, puis vous êtes resté 3 jours au Burkina Faso avant de vous envoler pour Bruxelles, via SN Bruxelles, toujours selon ces rumeurs, et ensuite vous êtes venu ici à Paris. Bon, puisque vous parlez des rumeurs, concrètement, qu'en est-il, puisqu'on est là face à la source? D'abord, ceux qui disent que j'ai quitté déguisé en femme sont extraordinaires, parce que, à ma connaissance, personne ne peut dire qu'il m'a vu sortir du Niger, ni par quelle voie je suis passé pour sortir du Niger. Donc, puisque personne ne m'a vu, c'est une affabulation. Dire que j'ai eu à corrompre des douaniers burkinabés, c'est ridicule, parce qu'au moment où je quittais, aucune charge, aucune interpellation n'existait contre moi. J'étais un citoyen normal de la CEDEAO qui circulait entre deux États. Je me suis normalement présenté à la douane. J'ai fait les formalités, puisqu'il n'y a pas d'autres formalités que celles du transit à faire. J'ai pris les papiers prévus par la loi burkinabé en ce qui concerne les véhicules étrangers qui pénètrent.
Et je suis normalement arrivé à Ouagadougou. Si quelqu'un raconte autre chose, c'est qu'il a l'imagination fertile et probablement qu'il est payé pour. Et puis il y a un mandat national, un mandat d'arrêt national sur vous. Si nous, petits journalistes, on réussit à vous trouver, comment ça se fait que les autorités, elles, n'arrivent pas à mettre la main sur vous? J'ai pourtant tout fait pour que ce soit un mandat d'arrêt international qui soit lancé contre moi, parce que je me suis suffisamment agité pour que tout le monde sache que je suis en France et non au Niger. Et j'avais même lancé le défi à ceux qui m'ont accusé d'avoir le courage de demander mon extradition à la France et d'être dans ces conditions obligés d'envoyer le dossier pour que les juges français, qui ne sont ni corruptibles ni influençables d'aucune manière, et qui diront le droit, uniquement le droit, puissent examiner si dans ce dossier, M. Hamamadou a oui ou non quelque chose à se reprocher. Ils n'ont pas eu le courage, parce qu'ils savent pertinemment que ce dossier n'est pas exportable et qu'il a été bâti pour les besoins de politique intérieure visant à éliminer un adversaire par la voie judiciaire de manière, je dirais, à la limite crapuleuse. Oui, mais ceci dit, quand on parle d'arrestation, on parle forcément de procédure. Et parmi la procédure, il y a d'abord la levée d'immunité. Une immunité aujourd'hui que vous n'aurez pas, vous n'avez absolument pas du tout à craindre, voire voler en éclats, puisque vos adversaires n'ont pas les 2/3 de voix requis pour pouvoir tout simplement la faire sauter, si vous me permettez cette expression triviale. Je pense que pour moi, la fonction de président de l'Assemblée nationale n'est pas la plus importante. Le plus important, c'est qu'en tant qu'homme politique, je me suis engagé dans un combat qui vise à me présenter aux élections et battre un adversaire qui ne veut pas jouer à la loyale. Donc le plus important pour moi, c'est d'être libre. Libre pour organiser mon parti et créer les conditions de son enracinement et de sa capacité à faire face aux besoins de la victoire. Libre pour qu'à l'extérieur, cette tentative de discrédit que le pouvoir en place a essayé de jeter sur moi puisse être effacée. Oui, mais certains se demanderont pourquoi vous êtes en France. En France, j'ai expliqué. Je considère que l'état de droit est une réalité indiscutable en France. Les juges ne sont pas soumis à l'autorité politique, directement ou indirectement. Il n'y a pas vacance du pouvoir, justement, de votre fonction de président de l'Assemblée nationale? Absolument. Mais s'il n'y a pas vacance, il n'y a pas vacance. Pour le moment, je suis toujours le président de l'Assemblée nationale. Mais là-bas, au Niger, les esprits mesquins s'agitent déjà pour envisager mon remplacement. C'est-à-dire, c'est un objectif que certains caressaient depuis plusieurs mois déjà. Ils ont tenté la destitution par les voies constitutionnelles normales, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, c'est pour eux une aubaine que le président de l'Assemblée nationale ne soit pas là et qu'il puisse invoquer la vacance de poste. Mais la vacance suppose un certain nombre de conditions légales. D'abord, il faut que je sois mort. Dieu merci, je suis toujours vivant. Que j'ai pris la lourde responsabilité de démissionner. Et je dis et je répète, je refuse de démissionner. Ou, comme la Constitution l'a dit, pour tout autre motif. Parmi les motifs, bien sûr, comme ce fameux président du groupe parlementaire de PNDS le clame partout, je suis absent du Niger, pour lui c'est la vacance. La vacance suppose que je sois absent sans une cause qui justifie l'absence. Or, le président Issoufou sait
que depuis quelque temps, je devais subir une opération ici en France qui nécessitait un séjour plus long. Puisque les circonstances me l'ont permis, je soumis mon dossier à un professeur qui a décidé de me faire l'opération et qui m'a délivré en conséquence un certificat médical, puisque ce traitement nécessitera quelques mois. Et donc, la justification de mon absence existe. Cela ne veut pas dire que ces gens vont scrupuleusement respecter les termes de la loi. Ils sont pressés de me remplacer, ils peuvent abusivement déclarer que le poste est vacant. Mais là, c'est entre eux et les citoyens nigériens qui vont observer que finalement tous les actes qu'ils posent n'ont qu'une finalité: reprendre le poste de président de l'Assemblée nationale pour la majorité, l'opposition d'après eux n'ayant aucun droit d'occuper ce poste. Ça se résume à ça, c'est mesquin et c'est honteux. Mais il faut ce qu'il faut. Mais dans tous les cas, ils violeront la loi avant de le faire. Mais soyons d'accord, je ne suis pas là pour juger, je ne m'y connais absolument pas du tout, hein. C'est un dossier qui me dépasse. D'après ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a quelques interrogations, mais essentiellement d'ordre fonctionnel. Quant au fond, il faudrait peut-être aller voir les experts, notamment les juges. Nous ne sommes malheureusement que journalistes et on est là pour relayer l'expression populaire qui cherche à trouver réponse, des réponses qu'on vous demande puisque nous sommes à la source et qu'on espère un peu plus en termes éclaircissements. Bon. Pour le moment, il n'y a pas de fumée. Il n'y a que des propos incontrôlés d'un pouvoir coincé qui cherche les moyens de se débarrasser des adversaires qui le gênent. Je n'appelle pas ça fumée, j'appelle ça de la poudre aux yeux, qu'il jette abondamment dans les yeux de l'opinion publique. Et tous les Nigériens savent, les Nigériens de bonne foi, et c'est la majorité, savent que ce dossier n'existe que pour éliminer politiquement M. Ahmadou. C'est un fait établi. Et c'est pour cette raison, convaincu que les Nigériens ne se sont pas laissés abuser, j'ai décidé de faire en sorte que l'opinion publique internationale, elle aussi, ne soit pas abusée. Mais que cache vraiment cette guerre? Parce qu'on pourrait appeler ça comme guerre. La présidentielle de 2016, on apprend une affaire de trafic, et dans cette affaire-là, comment ça se fait que le Nigeria n'est toujours pas intervenu? Comment expliquez-vous cela, vous? Mais moi, je considère simplement qu'il faut poser la question à ceux qui ont déclenché cette affaire. Pour ma part, puisque l'on prétend que c'est au Nigeria que l'infraction a eu lieu, d'un point de vue de la procédure judiciaire normale, la logique voudrait que ce soit les autorités judiciaires nigérianes qui enclenchent une procédure contre les soi-disant trafiquants qu'ils auraient arrêtés et qui, à travers les auditions, les interrogatoires, vont désigner des Nigériens qui seraient éventuellement impliqués. Et sur cette base, l'autorité judiciaire nigériane devait envoyer une commission rogatoire aux autorités judiciaires nigériennes pour procéder aux enquêtes complémentaires dont le Nigeria aurait besoin pour liquider cette affaire. Or, le Nigeria ne s'est jamais senti concerné par l'existence d'une telle affaire. Et c'est le Niger qui déclenche une affaire sans la plainte de qui que ce soit pour demander au Nigeria de bien vouloir leur trouver des victimes. Vous ne trouvez pas cela un peu étrange? Ils n'ont pas de victimes. Ils n'ont pas arrêté des trafiquants, c'est-à-dire ceux qui vendent soi-disant les bébés. Mais ils arrêtent
des familles qu'il considère comme ayant acheté des dossiers et des enfants sans aucun élément qui permette d'étayer cette accusation. Et pour revenir à cette affaire, c'est quand même surprenant qu'on cite votre nom, vous, président de l'Assemblée nationale, dans une histoire sordide de trafic d'enfants, y compris même parfois à des fins sacrificielles. C'est quand même grave. Comment ça se fait qu'on cite votre nom? À partir du moment où la rumeur ne peut pas être constituée un élément de preuve contre quiconque, il faut d'abord s'investir pour établir de manière indiscutable les preuves de ce que l'on avance. Et c'est ce que nous demandons à ceux qui nous accusent. Or, jusqu'à présent, ils tournent en rond. En dehors des interrogatoires faits dans des conditions obscures par rapport à tous ceux qui ont été arrêtés, dans le dossier n'existe rien du tout. Évidemment, il existe ce fameux rapport du directeur général de la police et du directeur de la police judiciaire qui déclare quelque part qu'il a été pendant quelques jours au Nigeria et qu'il a découvert un endroit où on fabrique des bébés. Une fabrique de bébés. Et seulement, quel crédit accorder à une telle enquête qui n'est étayée par aucune preuve? Bien sûr, il s'est appuyé sur un documentaire fait par France 5 en 2011 pour mettre des photos à l'intérieur de son rapport, et ce sont ces photos qu'on exhibe aux différents accusés sans que aucune des personnes accusées n'y ait vu à l'intérieur de ce dossier sa propre photo. Donc vous voyez bien que c'est une affaire qui est montée pour meubler et je dirais pour distraire l'opinion publique, pour divertir, parce que M. Issoufou sait très bien que ce que les Nigériens lui demandent, c'est une amélioration de leurs conditions de vie. Et puisque sur ce terrain, il a lamentablement échoué, il fixe l'attention des Nigériens sur de faux dossiers, espérant que de cette façon, les gens vont oublier ses contre-performances. Malheureusement, aux élections, inévitablement, c'est son bilan qui sera au centre des débats. Et non les fausses affaires qu'il monte à l'encontre des gens. Et je rappelle qu'il n'est pas son premier essai. Il a plusieurs fois accusé des gens soit de vouloir attenter à sa vie, soit de vouloir fomenter un coup d'État, des gens arrêtés, traduits devant les tribunaux, qui, devant la faiblesse des preuves montrées, la justice a été obligée de libérer les gens. Donc, quelqu'un qui est habitué à monter des dossiers de ce genre ne peut certainement pas reculer devant des actes de divertissement pour cacher la carence de son bilan. Pour revenir toujours sur cette affaire d'enquête au Nigeria, il se murmure, peut-être vous allez nous confirmer, que lors de vos échanges avec certains enquêteurs, ils ont parlé de trafic sacrificiel des enfants. Comment est-ce que ça se fait qu'on associe votre nom, le nom de votre épouse, avec des affaires si sordides? Peut-être déjà nous rappeler concrètement. Non, je rappelle simplement que personne n'a associé mon nom ou les noms de ma femme à des sacrifices d'enfants. Soyons assez clairs là-dessus. Par contre, le principal enquêteur du pouvoir sur la question dit que la structure qu'ils ont trouvée servirait, je mets ça au conditionnel, servirait à produire des bébés pour les besoins de sacrifices humains des hommes politiques nigérians. Je trouve ça trop grave comme déclaration venant de la part d'un homme qui doit faire de la vérité, de la sincérité son point d'honneur. Mais pourquoi est-ce qu'il vous raconte ça à vous? Sachant que vous êtes, d'après son dossier, accusé de trafic d'enfants.
Ben, il sait très bien que je ne suis pas accusé de trafic d'enfants, puisque dans son dossier à lui, nulle part mon nom de figure. Et il ne m'a, lui, personnellement, jamais incriminé. C'est une fois le dossier arrivé au niveau du procureur de la République, que le procureur, n'ayant pas vu mon nom, a transmis le dossier au juge d'instruction, que par la suite, le gouvernement a imposé au procureur de la République, qui n'a plus le dossier en main, d'écrire pour demander mon arrestation. Dans un premier temps, le procureur, en toute bonne foi, sachant la procédure, a demandé la levée de mon immunité. Arrivé au niveau du ministère de la Justice, le ministre de la Justice a dit qu'il faut plutôt demander mon arrestation hors session. Ce qui va évidemment en contradiction flagrante avec les dispositions de la Constitution. Comment peut-on poursuivre et comment peut-on arrêter un député qui n'a pas fait l'objet d'une poursuite et une poursuite qui n'a pas fait l'objet d'une demande de levée d'immunité? Donc c'est sur des bases aussi sordides qui sentent la mauvaise foi à plein nez que l'on a voulu m'éliminer de la course. Mais je n'ai pas bien sûr accepté d'être une victime d'un système aussi irrégulier. Alors cette rupture ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2013, plus précisément en août, il y a déjà eu une forme de cassure entre le pouvoir et vous-même, notamment quand vous êtes opposé au président Issoufou sur sa politique de refonte gouvernementale. Non, en 2013, en août 2013, j'étais encore l'allié principal de M. Issoufou. Oui, mais vous êtes opposé à la refonte. Le resté, il a voulu faire un gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'union, principe auquel je ne suis pas opposé. Mais quand il a échoué dans ses tentatives de négociation avec l'opposition, il a décidé, malgré tout, conformément à son plan initial, de composer un gouvernement d'union nationale en fragilisant l'ensemble des partis politiques, ceux de l'opposition comme ses alliés. Et dans cette logique, il a, sans l'accord des partis de l'opposition, nommé un certain nombre de personnes appartenant à l'opposition dans son gouvernement. Et dans la foulée, il nomme dans mon parti des gens qu'il coopte personnellement, sans me consulter et sans consulter la structure du parti, de manière à avoir dans mon parti des sous-marins qui lui seront redevables et qui l'utiliseraient chaque fois que de besoin à semer le trouble et le désordre dans mon parti. J'ai trouvé que c'était une attitude inconvéniente entre des alliés. Je lui ai demandé de reconsidérer l'affaire parce que c'est un signe de mépris à l'égard d'un partenaire qui jusque-là a été loyal. Et vouloir traiter un allié comme un opposant ne peut que jeter l'allié à l'opposition. Et ce qui est arrivé. Mais avec votre départ, quand même, ne pensez pas vous ne pensez pas que vous apportez de l'eau au moulin de justement ce côté qu'il essaye de montrer de vous, que vous n'êtes peut-être pas un homme intègre ou que vous avez peut-être des choses à vous reprocher. En plus, ils accentuent la manière de votre départ en S'il vous plaît, je suis un homme politique nigérien. Sur la scène politique nigérienne depuis plus de 30 ans. Je suis parmi eux l'un des plus anciens impliqués dans les affaires de gestion de l'État. Et vous ne trouvez pas absurde que sur le plan de l'intégrité dont vous parlez précisément, on m'accuse de trafic de bébés et non pas de corruption ou de détournement de deniers publics. L'intégrité pour un homme politique s'apprécie de ce côté-là. L'intégrité morale s'apprécie aussi du point de vue de refus d'accepter des compromissions
qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour le pays à long terme. Je ne suis jamais compromis dans une affaire qui à long terme peut nuire au Niger. Et j'ai considéré, dans l'affaire de cette composition du gouvernement d'union nationale factice, que M. Issoufou est en train de prendre une tendance vers l'instauration d'un régime de dictature qui n'est pas conforme à l'esprit que j'ai de la démocratie. Et c'est par respect de la morale qu'au lieu de jouer l'homme soumis, j'ai dit je ne participerai pas à la tromperie du peuple nigérien. Il le fera tout seul et je n'assumerai pas avec lui, je romps les amarres. C'est de l'intégrité cela. Mais dire que c'est manquer d'intégrité que de s'assumer ouvertement face à un allié qui vous a trompé, je ne sais pas moi comment il faut appeler cela. Mais comment ça se fait qu'il vous maintient enfin? Je ne sais pas si constitutionnellement, c'est bien de le dire, président de l'Assemblée nationale, pourquoi vous n'êtes toujours pas remplacé? S'il vous plaît, le poste de président de l'Assemblée nationale n'appartient pas à M. Issoufou Mahamadou. Je rappelle que dans la constitution du Niger, c'est un régime semi-présidentiel dans lequel les pouvoirs sont séparés. Le pouvoir exécutif, théoriquement, ne peut pas imposer quoi que ce soit au pouvoir législatif. Par conséquent, des affaires aussi, puisque vous avez une affaire. S'il vous plaît, laissez-moi, c'est pas une affaire. Je précise les choses. J'ai été élu à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire majorité et opposition, en avril 2011. Donc je suis le président de tous les députés qui unanimement m'ont choisi pour être à la tête. Ma désignation à la tête de l'Assemblée nationale ne relève pas de la volonté de M. Issoufou Mahamadou. Et si moi j'ai contribué à l'élire comme président de la République, la logique voudrait que, puisqu'il dit j'ai quitté la majorité, je dois perdre le poste de président de l'Assemblée, mais la logique voudrait que lui aussi démissionne. Parce que c'est avec les voix de mon parti qu'il est président de la République. Et les Nigériens le savent pertinemment. Donc, s'il démissionne, je démissionne. Mais s'il refuse de démissionner, je ne vois pas la raison objective pour laquelle je vais démissionner pour lui faire plaisir. Nous faisons de la politique. Ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. C'est un jeu qui engage beaucoup de... Vous savez ce que je veux dire? Revenons un peu à cette affaire, notamment avec votre épouse, quand même, parce que c'est votre épouse. Aujourd'hui, elle est sous le coup de graves accusations. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de test ADN pour la disculper? Et nous attendons simplement que la loi nigérienne détermine les conditions, les modalités et les garanties à partir desquelles le test ADN peut être fait. Pour le moment, sur la question, il y a une vacuité. Aucune disposition en la matière n'existe dans le code pénal nigérien. Par contre, il existe l'obligation du groupage sanguin pour déterminer la paternité d'un enfant. Or, le groupage sanguin a été fait par ma femme et par moi-même. Et ce groupage sanguin est très clair. Les enfants sont issus de nous deux. Maintenant, pour le test ADN, les avocats m'ont dit, ne vous hasardez pas à tomber dans le piège de vos adversaires. Parce que lorsque la loi ne l'encadre pas, vous ferez le test aux conditions de vos adversaires. Et rien ne prouve qu'ils ne vont pas falsifier les résultats pour vous noyer. Étant entendu que le dossier est purement politique, ne comptez pas sur la bonne foi des uns ou des autres pour vous fournir des résultats qui vont vous laver. J'ai suivi les conseils de mes avocats et j'ai dit, dans la matière, l'accusateur, en tout cas ce que la loi nigérienne dit, l'accusateur doit apporter la preuve de ses accusations. Et la présomption d'innocence est la règle dans la constitution nigérienne. Donc le renversement de la preuve serait une faute grave
si il est accepté par celui qui est accusé. Dans cette affaire de bébé, c'est facile de dire fais le test et c'est fini. Mais si demain, M. Issoufou m'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, lui ayant déjà fourni un précédent par rapport à la preuve, il a beau jeu de dire, écoutez, hier vous avez apporté la preuve de votre innocence, cette fois-ci encore, apportez la preuve de votre innocence. Je fais comment? Je me noie par la manipulation et le jeu de M. Issoufou. Je suis suffisamment expérimenté dans le domaine pour ne pas tomber dans des pièges grossiers. En tout cas, on parle souvent de votre épouse ou de vous, mais qui des enfants? Qu'est-ce que ces enfants deviennent, puisque, enfin, si, bien sûr, ça existe réellement, le fondament de cette affaire. Qu'en est de leur devenir? Ben, ça, vous posez une question très importante. Parce que si ce dossier a été déclenché, dans le principe, le Niger ayant ratifié la Convention sur les droits des enfants, c'est de privilégier l'intérêt des enfants par rapport à l'affaire elle-même. Mais quand on essaie de faire une lecture sans émotion du contenu de tout sujet, on se demande où est-ce que le gouvernement, vers quoi le gouvernement veut tendre en déclenchant une telle affaire. Ce sont des enfants qui, pour la plupart, sont entre les mains de familles qui les traitent comme des petits rois. Des enfants qui ne manquent absolument de rien. Des enfants élevés dans des conditions exceptionnellement bonnes. Et voilà que le gouvernement décide de traquer les pères et les mères de ces enfants, sans dire aux Nigériens, à l'opinion publique internationale, que si l'affaire s'avérait fondée, puisque tout leur objectif est de montrer qu'ils ont raison, si par malheur il advenait qu'ils disent qu'ils ont raison, que ferait-il de ces enfants? Les renverrait-il au Nigeria pour se faire sacrifier, comme l'a dit le directeur de la police judiciaire, ou bien les enlèverait-il aux parents pour les jeter dans des orphelinats et en faire des enfants de la rue? Cette question, personne ne la pose. Et quel est l'intérêt de stigmatiser des bébés? Parce que l'intérêt de M. Issoufou à poser ce problème doit quand même être recherché. Puisque apparemment les enfants ne les intéressent pas. Oui, mais en termes d'adoption, il y a des règles à respecter. Pour adopter, il faut que ce ne soit pas ton enfant. Mais si c'est ton enfant, ce n'est pas une règle d'adoption. C'est une règle de paternité légitime. Or, ceux qu'on accuse considèrent que ces enfants sont issus d'eux. Alors pourquoi parler de procédure d'adoption? Maintenant, ceux qui disent que ces enfants ne sont pas issus de leurs parents doivent préalablement démontrer qu'ils ont des preuves par rapport à ça et à ce moment, éventuellement, poser le problème de la procédure d'adoption. Mais pour le moment, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Ils stigmatisent gratuitement. Est-ce cela l'intérêt des enfants? Je suis soi-disant poursuivi par le gouvernement, pas par le juge, pour une complicité présumée de supposition d'enfants, qui en termes profanes signifie une simulation d'accouchement fait par ma femme. Or, je l'ai dit, une simulation d'accouchement veut dire que je suis gynécologue au moins. Parce que simuler un accouchement et être complice de cela me paraît une affaire quand même assez étrange. Deuxièmement, au cours de l'interrogatoire de ma femme, dans le dossier, elle n'a pas évoqué mon nom pour une question de complicité, mais elle a évoqué le rôle joué
par la femme du président de la République et par le président de la République lui-même lorsque elle se rend en consultation auprès de son médecin au Nigeria. Donc s'il y a une complicité, ces complices éventuels, c'est le président Issou Mahamadou et son épouse. Il est étrange que malgré le fait qu'elle les ait nommément cités, ni M. Issou Mahamadou, lui on peut comprendre, il a l'immunité, ni sa femme qui n'a pas l'immunité, n'ont été interpellés par la justice. Comment vous expliquez cela? Je ne sais pas, je suis pas journaliste, moi. Donc, dans l'affaire, ce n'est pas celui qui est incriminé que l'on poursuit. C'est celui qui n'a été cité par personne qui fait l'objet de la poursuite. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment est-ce que vous êtes parti du Niger, vous êtes retrouvé au Burkina, puis à Bruxelles et finalement aujourd'hui en France? Mais d'abord, je ne dirais pas comment je suis sorti du Niger. Parce que le gouvernement actuel prétend qu'ils sont numéro 1 en matière de sécurité dans la sous-région. Mais vous ne trouvez pas étrange que n'importe qui peut quitter le pays quand il veut, sans qu'il soit capable de savoir le moment, l'heure et la voie? Avant moi, il y a eu M. Chabani, qui en plein jour a tué des gardes, s'est échappé de la prison centrale de Niamey et a disparu. Il y a eu tout dernièrement au niveau de la prison de Kolo où ma femme est enfermée, un djihadiste de Boko Haram qui était détenu, qui s'est échappé en plein jour et qui n'a pas été retrouvé. Donc, c'est vous dire que la sécurité elle-même n'est qu'un slogan dans la bouche du pouvoir actuel. Les dispositions qui existent ne garantissent aucunement la sécurité des Nigériens, tant en ce qui concerne la pénétration que la sortie du territoire. Mais en début d'intervention, vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes présenté et fait les démarches de transit comme un citoyen normal. Tout à fait, mais au Burkina Faso. Alors, on l'a définitivement compris, hein, votre principal adversaire, c'est l'actuel occupant du palais présidentiel, une fonction qui vous intéresse, donc c'est clair, net, précis. En 2016, vous êtes candidat à la présidentielle. Je le suis parce que je suis innocent des accusations portées contre moi. Et je sais que si la justice est rendue selon le droit et la vérité, aucune charge ne pèsera contre moi avant 2016. Et puisqu'aucune charge ne pèsera contre moi d'ici 2016, je suis candidat et je compte m'organiser en conséquence pour débarrasser le Niger d'un président qui a fait la preuve de son incapacité à diriger. Oui, mais c'est un président que vous avez aidé à installer au pouvoir. Hélas pour moi, oui. On l'a bien compris, hein, au cours de cet entretien, vous n'arrêtez pas de pointer du doigt votre principal opposant, à savoir l'actuel occupant du poste présidentiel. Mais pour le peuple, ce n'est pas ça sa priorité. Il voudrait peut-être savoir ce que vous avez comme programme, concrètement, pourquoi vous choisir vous que de le choisir lui. Et simplement parce que lui, déjà, on l'a vu, dans la multiplication des fausses promesses qu'il leur a faites et dans la carence de la mise en œuvre de tous les programmes qu'il a annoncés. En ce qui me concerne, voilà, j'ai déjà eu à exercer le pouvoir à un moment où le Niger se portait très mal. Vous avez été Premier ministre. Les Nigériens m'ont vu à l'œuvre et ils savent tous de quoi je suis capable. En ce qui concerne précisément mon programme, je suis en face de mes adversaires. C'est au moment opportun que je leur ferai la contradiction
dans la présentation des programmes. Si je le dis tout de suite parce que vous me posez la question, vous ne voyez pas que je me déshabille pour les aider à m'abattre? Non, pas forcément, parce que vous pouvez donner quelques éléments pour allécher votre électorat. Les Nigériens savent ce que je ferai. Voilà. Les Nigériens savent ce que je ferai parce qu'ils m'ont déjà vu à l'œuvre. Je ne suis pas quelqu'un que les Nigériens découvrent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait près de 30 ans sur la scène politique nigérienne. Et en matière de gestion d'État, Dieu merci, j'ai l'expérience. Et les Nigériens savent que j'ai l'expérience. En tout cas, on a compris qu'on ne saura pas comment vous êtes arrivé en France. Ceci dit, avant de terminer cet entretien, j'ai souvent pour habitude de laisser une carte blanche à l'invité. Peut-être il y a un sujet que vous vouliez aborder ou un message que vous vouliez à nouveau mettre en exergue. Carte blanche, à vous de parler à vos téléspectateurs. Tout ce que je dirais, c'est que je voudrais rappeler aux Nigériens qu'ils se sont battus pour instaurer la démocratie au Niger. Ils ont souffert pour que la démocratisation du pays soit une réalité. Et il n'est pas bon qu'après toutes les épreuves vécues pour la démocratie, ils permettent aujourd'hui à un parti politique qui les a abusés en faisant croire qu'il est un parti démocrate, de vouloir instaurer des règles staliniennes dans le pays et empêcher que la démocratie ne s'épanouisse. Je leur demande de ne pas se laisser abuser par les faux dossiers qui sont en train d'être développés, pas à l'encontre de moi seulement, à l'encontre de tous les opposants et de tout celui qui va en contradiction avec l'idée de M. Issoufou Mahamadou. Nous devons ensemble nous battre pour que la démocratie ne permette à personne, y compris moi qui parle, de prendre le pouvoir et de l'utiliser à des fins personnelles. Mon ambition à moi, c'est d'avoir le pouvoir pour que le Niger soit un Niger utile pour tous les Nigériens et non pour moi-même ou pour ceux qui me soutiennent. Je veux un Niger où nous ne serons pas les derniers de la planète, un Niger où, en parlant de nous, on parlera positivement. J'ai remarqué cependant que vous n'avez dit aucun mot pour votre épouse. Et je n'ai aucune crainte pour mon épouse. C'est une femme très courageuse. Elle a démontré à maintes occasions et les conditions infâmes dans lesquelles on la détient n'ont entamé en rien ce courage que je lui connais. Sachant qu'elle est innocente, on n'arrivera ni à l'influencer ni à la déstabiliser. Donc j'ai totalement confiance à mon épouse, elle a totalement confiance en moi. Les discours que les adversaires peuvent tenir par rapport à nos rapports sont des discours vains et inutiles. Voilà ce que je voudrais dire. Ça voudrait dire qu'il y aura une vengeance après lorsque vous prendrez le pouvoir? Et un homme d'État ne se venge pas. Parce que quand vous critiquez des comportements et des attitudes, c'est, je crois, devenir petit que de se comporter de la même façon que ce que l'on a dénoncé. Ce n'est pas dans ma nature. Je ne le ferai pas. Et puis, pour des affaires de ce genre, c'est toujours Dieu. Parce que je suis un croyant, c'est toujours Dieu qui rend justice. Leur sanction viendra de Dieu, pas de moi. Le mot Dieu, Dieu, ce serait d'ailleurs le mot de la fin. Pour cette édition spéciale, je vous espérais que vous voyez un tout petit peu clair quant à ce dossier qui est toujours en cours. Et on aura encore l'occasion de pouvoir le rencontrer puisque il l'a dit, il se présente aux élections de 2016. Voilà, n'hésitez pas à la fin donc de cette émission, un générique qui va défiler et un mail qui va s'afficher. Réaction au pluriel @voxafrica.com pour toutes vos réactions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que vous nous accueillerez éventuellement à nouveau pour vous relayer notamment ces questions.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, a-t-il dit. Quant à moi, je rends l'antenne et à très très bientôt.